Voilà, voilà, prenez place. Je pense que ça va être assez rempli, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, si je puis dire, les uns des autres, intellectuellement et physiquement. Voilà, voilà. Alors si je dis pas de bêtises, on est déjà un tout petit peu en retard sur le programme, mais c'était le plaisir de se retrouver et de prendre le café tranquillement. Mais ça veut dire que je vais essayer de ne pas être trop long, hein, parce que là, l'idée est bien sûr de donner très rapidement la parole aux intervenants et intervenantes. Il me reste, mais quand même, il me revient de vous souhaiter la bienvenue, hein, au 9e forum du GF2I, du groupement français de l'industrie de l'information, dont beaucoup d'entre vous sont membres, pas tous. Hein, donc n'hésitez pas, si l'envie vous prend après cette journée notamment, ou en suivant nos activités, de venir un peu nous rejoindre et vous engager aussi sur ces questions informationnelles, hein, très larges. Aujourd'hui, donc, on est là pour travailler. Ça fait 40 ans, hein, que le GF2I travaille, hein, sur ce format très hybride, mélangeant acteurs publics et privés, grands et petits, autour de la valorisation, la structuration, la circulation de la donnée, hein, et de l'information sous toutes ses formes. Aujourd'hui, d'une certaine façon, on va aborder un autre sujet, hein, que celui vraiment de la donnée en tant que telle, même si elle reviendra très probablement, et de son modèle économique, pour aborder un peu ce qui fait trembler certaines de nos certitudes, qui est la question de la confiance, hein, aujourd'hui, qui, loin d'être un concept philosophique, s'en est un par ailleurs, mais on verra, moi je ne me sens pas en tout cas de le traiter en philosophe, peut-être certains ou certaines pourront aborder certaines notions plus profondes, mais pas en tant qu'acteur, en tant qu'opérationnel. En partant d'un constat qui est que la confiance pouvait pendant longtemps être une donnée interpersonnelle, hein, ça veut d'une certaine façon s'appuyer sur la connaissance qu'on avait de l'autre, sur une certaine intuition qu'on peut avoir de la confiance à apporter à telle et telle personne, à telle et telle organisation. Aujourd'hui, avec la déferlante IA, effectivement, c'est une confiance qui doit se construire, qui doit être auditable et qui doit être systémique. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, que ce soit à l'interne des organisations ou à l'externe des organisations, hein, des différentes parties prenantes, aujourd'hui, on ne donne pas un chèque en blanc comme ça à la technologie. On a appris à se méfier, et on va continuer à le faire, j'imagine, j'espère, de l'IA et des boîtes noires, hein, que ça représente, des sables mouvants de données qui sont derrière et dans lesquels on voit peu de choses et on peut vite s'enliser, pour essayer de chercher des garanties et rentrer dans une logique d'audit et de certification, hein, d'une certaine façon, pour rentrer dans une vraie logique de confiance. Puisque, effectivement, nous, au GF2I, il y a plusieurs choses, plusieurs axes qui sont traditionnellement ceux sur lesquels on travaille, qui sont importants. Mais il y en a d'autres qu'on va explorer aujourd'hui. Déjà, l'intégrité des sources. Je prêche des convaincus, ça on en est bien conscient, mais parce qu'évidemment, les données sont notre première ligne de défense. Sans source, sans question qui donne le pourquoi de sa réponse, il n'y a pas d'utilisation métier. Effectivement, on est des professionnels qui n'allons pas se satisfaire d'une réponse toute faite ou d'une démonstration juste comme ça péremptoire. Il faut bien pouvoir regarder des sources, qu'elles soient réelles, hein, qu'elles-mêmes s'appuient sur d'autres sources et qu'il y ait une chaîne de confiance qui puisse comme ça être pérennisée. Cette intégrité des sources, elle est nécessaire, elle n'est peut-être pas toujours suffisante. Il y a aussi la question de la transparence des modèles qui vont utiliser ces sources, puisqu'aujourd'hui, effectivement, si le modèle est biaisé, c'est une promesse de trahison, hein, finalement. On sait qu'à un moment et un autre, et encore une fois, en acceptant qu'il y a un droit à l'erreur. Hein, aujourd'hui, la confiance, ce n'est pas l'infaillibilité. C'est la question de savoir quand l'IA peut faire des erreurs, pourquoi elle peut faire des erreurs, et d'essayer de comprendre ces zones de faiblesse, plutôt que de revendiquer un caractère infaillible d'une technologie qui n'arrivera pas. L'humain était faillible aussi, on le sait bien, la technologie l'est aussi, il ne faut pas le cacher. Et il faut connaître effectivement les zones de faiblesse des systèmes qui sont en train de se construire. Et on verra comment peut-être c'est possible. Et il y a bien sûr aussi la question de la responsabilité juridique. Au GF2I, on y est aussi très attaché, puisqu'on sait que quand la responsabilité est floue, la confiance s'effrite très rapidement. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'un robot n'est pas en tant que tel une entité responsable, qu'un texte qui n'a pas de signature n'a pas ni de paternité, ni de droit d'auteur, ni de responsabilité. Et que ça, effectivement, aujourd'hui, à travers l'infrastructure de confiance, c'est aussi la question de la responsabilité juridique des faiseurs d'IA, mais de ceux aussi qui les utilisent ou qui les alimentent.
soit à leur détriment, soit de façon consciente, qui est à construire et qu'il faut aujourd'hui clarifier. La confiance n'est pas qu'un concept un peu éthéré. Effectivement, c'est aussi un concept juridique direct qui est que j'aurai confiance si je sais qu'une entité, qu'une personne, que des personnes sont responsables de ce que je vais lire et que je vais utiliser en santé, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la finance, dans plein de domaines qui sont des domaines dans lesquels on évolue en fonction de nos organisations et qui sont des domaines sur lesquels les conséquences de cette prise de décision, de cette dette à la décision, vont être importantes. Donc au-delà de ça, effectivement, donc le risque aujourd'hui, c'est vraiment de participer rapidement à la construction de cette confiance, au risque sinon de dévaloriser toute forme de connaissance. On le lit souvent aujourd'hui, c'est pas juste que l'IA se trompe, le problème c'est qu'on ne croit plus en rien et qu'il n'y ait plus de validité ou de vérité qui puisse être établie dans un système tellement flou et tellement liquide que finalement il y a une dilution complète de la responsabilité, de l'intégrité des sources et de la transparence possible par rapport au système construit. Donc il faut lutter contre ça, et beaucoup des intervenantes qu'on a rassemblés aujourd'hui s'y emploient et ont trouvé, ou en tout cas nous proposent, des pistes de réflexion sur la façon dont on peut avancer vers cette conscience. Et aujourd'hui, notre mission pendant ce forum, c'est souvent ce qu'on essaie de faire au GF2I, c'est le comment. C'est pas il faut, on devrait, alors il y a un peu de ça parce qu'il faut un objectif connu, mais c'est aussi d'explorer le comment. Comment, avec des gouvernances humanistes qui pratiquent soit des formes de transparence radicale, soit des formes de délégation, des comités interdisciplinaires, des organisations humaines qui peuvent garantir ça, des organisations techniques. On parle bien sûr d'infrastructures techniques sur lesquelles des briques plus ou moins profondes d'infrastructures, de logiciels, de données sont des éléments qui doivent être clairement établis pour garantir cette confiance. Mais aussi, effectivement, sur la question de l'explicabilité. Comment on met en œuvre, pour de vrai, cette explicabilité? Soit qu'elle soit intrinsèque, parce que les systèmes sont suffisamment lisibles, suffisamment simples, suffisamment phasés, avec des petits modèles, avec des façons de travailler qui sont méthodiques et sur lesquelles il peut y avoir une clarté explicable, soit quand les systèmes sont trop complexes, avec des formes d'explicabilité post-hoc, comme on dit maintenant, donc à l'inverse d'ad hoc, avec la possibilité de faire auditer ces systèmes par d'autres, soit d'autres IA, soit des humains, des red teams, comme on dit maintenant, des gens qui cherchent l'erreur à l'interne des organisations ou à l'externe, jusqu'aux certifications, jusqu'aux labellisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui vont définir des normes et des espaces de régulation où on sait, on a confiance par un tiers dans un système qui est trop complexe pour qu'un utilisateur en tant que tel puisse le comprendre et l'appréhender. Donc voilà ce qui nous attend aujourd'hui, et c'est un défi qu'on se donne aujourd'hui, mais en même temps un sujet qui est brûlant d'actualité parce que c'est vraiment le socle sur lequel l'économie numérique, et notamment celle de l'IA, peut se construire et se développer, notamment dans nos organisations. Donc voilà, j'ai promis d'être court, donc c'était une modeste petite introduction pour se mettre un peu en jambe après le café. Et on va tout de suite rentrer dans le vif un peu des interventions. Vous avez vu, vous allez voir, on a choisi de varier avec différents points de vue, différentes approches de cette question de la confiance, différents contextes dans lesquels elle évolue. Et pour commencer, j'appelle à la barre mon collègue Jean-Baptiste Devater. Donc disclaimer, effectivement, il se trouve que voilà, ISACO, Kern sont des structures dans lesquelles j'évolue quand je ne suis pas président du GF2I. Mais Jean-Baptiste va pouvoir, effectivement, qui est aussi le sponsor de cet événement, va pouvoir nous parler de l'IA de confiance et la façon dont elle est mise en œuvre chez ISACO. Et je lui laisse le micro. Et voilà, celui-ci ne marche pas. Si, c'est bon comme ça, vous m'entendez? Ok. Et je vais peut-être, voilà. Je peux monter sur scène, mais pourquoi pas. Mais je suis bien aussi, si ça vous va. Donc, merci de m'accueillir. Et effectivement, l'idée, c'est de parler là en tant qu'un petit acteur, une PME, qui a une certaine expérience et agit dans le domaine du traitement automatique de langage, de la reconnaissance automatique de documents, et comment nous, on aborde cette question de la confiance qui, bien sûr, est essentielle à nous et, bien sûr, à nos clients. Alors, ISACO, c'est un quart de siècle d'existence, quand même, et on s'occupe de l'ensemble des domaines d'application de la lecture automatique de documents. Ils sont de fait assez nombreux, OCR, reconnaissance de l'écriture manuscrite, tapuscrite, computer vision, donc plutôt l'image, toutes les questions de structuration et de conversion de texte, mais tout ce qui est aussi le balisage sémantique autour de ça, et puis l'audio, le speech to text, etc. Et en fait, cette petite structure a réussi à continuer à exister et à se développer commercialement dans ces domaines spécifiques jusqu'à être acquise
par un de ses clients. Un de ses clients historiques, Kern Info, et de devenir le pôle technologie et R&D de Kern. Il y a presque 2 ans maintenant. Alors, ISACO, c'est un projet vraiment d'ingénieur, c'est-à-dire que Frédéric Pierrat, qui maintenant est directeur technique de Kern, et son cofondateur Chalef Weines étaient des fous, des passionnés de ce qu'on peut faire autour du traitement automatique du langage, la reconnaissance de documents, et d'une certaine manière, la création de la société a servi surtout à leur permettre de jouer, de rechercher, d'explorer. Et d'une certaine manière, le modèle économique était celui-ci, c'est-à-dire trouver des clients pour, d'une part, valider la pertinence des développements qui est réalisé, puisque c'était vraiment des développements, et ça reste des développements faits in-house, et permettre aussi à l'économie de continuer à exister. Donc, d'une part, les prestations, la production sont une sorte de vérité terrain, et puis ensuite, aussi le fait de pouvoir licencier des technologies qui sont maintenant utilisées dans pas mal d'entreprises spécialisées aussi dans ces domaines du traitement du texte et de l'image. Et puis arrive donc une certaine histoire, et puis arrive fin 2010, début 2020, les réseaux de neurones à transformeurs, les LLM et l'IA générative, qui vient quand même bouleverser un petit peu ce paysage et déstabiliser une équipe, notamment, mais ce n'est pas du tout la seule, mais qui était habituée à maîtriser vraiment les choses. C'est-à-dire qu'avec les grands modèles de langage, eh bien, non seulement l'algorithmie, le développement est externalisé, mais aussi l'entraînement. Or, même si on avait commencé à utiliser des petits modèles de langage, et tout n'était pas toujours fait chez soi, puisqu'il faut savoir profiter des externalités positives, bien sûr. C'est notre domaine de l'information, bien sûr. On avait la capacité de les entraîner et de les configurer assez finement, parce que l'entraînement, c'est non seulement la possibilité de bien définir un corpus, de l'affiner, de le faire évoluer, de s'en servir comme corpus de test pour vérifier et pouvoir quantifier assez précisément la justesse de la pertinence de ce qui est utilisé de ce qui sort du modèle. Et là, effectivement, avec le LLM, on perd tout ça. Et on a juste la possibilité d'affiner des prompts d'une certaine manière. Tout récemment, d'essayer d'expérimenter les LLM as a judge, donc les solutions de LLM pour valider le produit d'autres LLM, mais ça reste très expérimental d'une certaine manière, hein, on n'en est pas encore tout à fait arrivé. Donc perte de maîtrise, mais en même temps, bien sûr, accélération très grande de l'innovation qui impose à une structure comme la nôtre de suivre de près tout ce qui paraît, toutes les semaines sur Hugging Face, vous avez des nouveaux modèles, des grands modèles, des petits modèles, des nouvelles versions, obligés d'une part de tester leur intégration. D'abord, la communication et l'interactivité avec d'autres acteurs est très importante, parce que c'est ça qui permet de dire, dans tout ce qui paraît, ça peut me concerner, ça peut être intéressant, ça, il y a une application pour le domaine dans lequel je travaille. Et bon, c'est parce que sinon, on n'arriverait pas à tout suivre. En fonction de ça, sélectionner des modèles, se dire, bon, là, ça vaut la peine, on essaye de l'intégrer, déjà, avec des problèmes d'intégration technique liés au framework qu'on utilise sur nos machines, hein, puisqu'on est tout là dans du domaine de modèles open source qu'on va installer sur nos équipements de façon à maîtriser, bien sûr, complètement la chaîne et ne pas transmettre, en l'occurrence, nos données, nos publications à des acteurs extérieurs. Donc,
tester, d'une part, trouver la solution technique, voir jusqu'où il faut quantiser, jusqu'où ce qui est nécessaire pour que ça passe, et ensuite tester la pertinence du modèle et dire, bon, ça va, on était parti sur tel modèle, mais là, après un certain nombre de tests, on va passer sur cet autre. Bon, c'est un travail qui est complètement nécessaire, mais qui est, vu l'accélération en ce moment, moi, ça, je pense que tout le monde l'observe, des parutions, et pas évident. Et ce qui nous permet, nous, de le faire, c'est aussi qu'on a des partenaires. Et en l'occurrence, on a un partenaire qui s'appelle KernTech, qui nous met à disposition une plateforme studio, d'une certaine manière, un outil studio. Donc c'est un acteur français. Hein, et cet outil studio nous permet de tester facilement, en fait, des nouveaux modèles sur l'aspect de la pertinence, sans avoir besoin d'avoir une forte intégration en termes de développement, d'une certaine manière, puisque c'est ça aussi l'enjeu. Et puis, bien sûr, les LLM, c'est l'explosion des besoins en processeurs, en GPU, avec tout ce que ça entraîne. Et pour une petite structure comme la nôtre, à partir du moment où on dit non, on ne va jamais utiliser des infrastructures déportées chez les big tech, ça veut dire qu'il y a un problème, bien sûr, de coût et de viabilité sur le long terme. Alors, dans ces conditions, comment on peut avoir confiance et comment on peut avancer dans un cadre de confiance avec ces nouveaux outils? Je reprends là un petit peu les 7 principes éthiques, les principes fondamentaux que la Commission européenne en 2019 avait édictés suite à des avis d'experts. Pour reprendre les principaux, la transparence, l'explicabilité, bien sûr, il faut dire la réalité, les LLM, ces grands modèles, même si on les utilise en interne, qu'ils sont théoriquement open source, etc., impossible d'être vraiment, nous, de rentrer suffisamment dedans pour les expliquer. Et puis même les ingénieurs qui les utilisent ne sont pas en mesure de les expliquer complètement. Hein. Bien sûr, il y a l'IA explicable et tout ce que l'utilisation de l'IA, mais on sait aussi, pour expliquer, mais on sait aussi qu'elle n'est pas absente, exempte d'erreurs, de perversions d'une certaine manière. Et on voit que l'utilisation d'un modèle pour expliquer un autre n'est pas toujours la meilleure solution, puisqu'on tourne en rond de temps en temps. La fiabilité, bien sûr, la fiabilité de ces modèles a beaucoup progressé. Elle progresse sans arrêt, mais il y a toujours, ça c'est l'expérience qui nous le montre, quelque chose d'un peu d'aléatoire. C'est-à-dire que vraiment, nous, on est dans le domaine du numérique, de l'informatique, on sait que les bugs, ça existe, et on sait qu'on on en rencontre et qu'on n'a pas attendu l'IA pour les rencontrer et devoir faire avec d'une certaine manière. Ce qu'il y a, c'est que quand on utilise des modèles de langage, on est obligé de mettre derrière un certain nombre de filtres pour pas que c'est un impact négatif. Et malgré tout, il y a toujours cette dimension aléatoire qui reste, malgré la progression. Donc, en termes de contrôle de données, bien sûr, dans la mesure où on héberge tout ça chez nous, on a les contrôles de données d'inférence. Et d'ailleurs, c'est une grosse partie de notre activité de contrôler et de faire en sorte que les modèles aillent partout, dans n'importe quel sens. Mais on n'a pas les données d'entraînement. Et les données d'entraînement, on ne les connaît pas, on ne les connaîtra jamais, d'une certaine manière. Donc ça, c'est très pénalisant pour le contrôle de données. Et bien sûr, sur l'aspect de la responsabilité, de l'équité, il y a toutes sortes de choses à dire sur l'équité, la neutralité, l'équité justement des traitements des grands modèles de langage. Et
tant de choses à dire qu'on n'est pas en mesure d'ailleurs d'avoir des réponses très objectives. On voit bien qu'il y a certains modèles qui sont manifestement biaisés, et c'est dénoncé, mais d'une certaine manière, sinon, on est dans la pleine incertitude. Quant à l'équité du rapport, puisque ça c'est aussi important, l'équité du rapport de force, d'une certaine manière, qu'il y a entre ces grands acteurs, ces big tech, et nous, on ne peut pas en parler, quoi, tout simplement. Donc on est dans un rapport où on est, d'une certaine manière, comme Mowgli dans le livre de la jungle avec ce python K, entouré par ses anneaux, et dont on doit se méfier, et surtout faire attention de ne pas être hypnotisé par ce qu'il nous propose. Une autre image qui m'est revenue sur ce sujet, c'est cette affiche de l'INRS, donc l'Institut national de recherche sur la sécurité, qui, quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'est encore le cas, a été posée vraiment dans tous les ateliers et usines pour rappeler à quel point la méfiance devant l'inconnu est une attitude complètement nécessaire, j'allais dire obligatoire. Et donc nous, il est clair qu'on est dans ce rapport, et on n'est pas dans un rapport de confiance avec les LLM qu'on utilise. Tout simplement, on est dans un gros rapport de méfiance. Et pourtant, comment on fait pour les utiliser? Parce qu'on doit les utiliser et on doit en faire profiter nos clients, nos partenaires. Et en plus de ça, on voit tout ce que ça nous apporte. Alors, on essaye de suivre des lignes directrices que j'ai mis en 3S, donc souveraineté, sobriété, subsidiarité. Souveraineté, c'est bien sûr l'aspect d'héberger dans une infrastructure qu'on maîtrise complètement les outils, les différents modèles, l'algorithmie qu'on utilise, de conserver les données et de garantir complètement qu'elles ne vont pas pouvoir être transmises d'une manière ou d'une autre à aucun moment de la chaîne, d'une certaine manière, à des acteurs extérieurs qu'on ne maîtriserait pas. C'est une question aussi d'hébergement, de sécurité d'hébergement. On travaille avec un partenaire de confiance qui est vraiment, depuis de nombreuses années, qui est très proche, la société Octopus, et qui a cet esprit très fort dans sa façon d'être très soft dans l'hébergement, software en sens de mettre beaucoup de qualité de contrôle au-dessus du hardware. Mais souveraineté, c'est aussi la souveraineté humaine. C'est-à-dire que Gilbert Simondon, que je vous recommande qu'il faut relire toujours, et qui est vraiment très actuel en ce moment, explique bien que l'automatisme, c'est le niveau, le niveau faible de la perfection technique, de la technologie. Tous les outils, tous les développements technologiques qu'on a maintenant, ce sont des machines à fort niveau d'indétermination. Et pourquoi ? C'est des machines complètement ouvertes dans une communication entre elles, ouvertes dans une interface homme-machine, et que c'est cette indétermination qui permet de faire des choses performantes et qui permet de couvrir une large gamme de services, tout simplement. Et donc, dans ce cadre-là, la question de cette interface homme-machine et de la capacité de l'homme à contrôler l'automate, les parties d'automatisme, et de la machine d'être conçue pour interagir avec l'homme, est fondamentale pour la création de la confiance, tout simplement. Et voilà, donc ça c'est un des domaines de souveraineté sur lesquels je voulais aussi insister, parce qu'il n'y a pas que la souveraineté géopolitique d'une certaine manière. Sobriété, parce que ça serait irresponsable d'amener nos clients vers des solutions trop coûteuses, trop coûteuses économiquement, et puis ça progresse, puisque maintenant les machines sont de plus en plus chères, et le GPU, mais pas que le GPU, d'ailleurs le CPU aussi, tout monte en termes de prix, mais aussi sur le point de vue écologique, bien sûr. Hein. Donc on doit, dans notre façon de travailler,
recherché à laisser la portion congrue au LLM. C'est-à-dire, dans une chaîne de traitement, on utilise le LLM vraiment le minimum et on va utiliser de la structuration, de contenu, de données, qui permet souvent de remplacer, d'utiliser des algorithmes classiques, tout simplement, pour manipuler les données, extraire des informations, des petits modèles de langage. C'est-à-dire que la sobriété passe par faire preuve un peu d'imagination pour éviter de dire « Ah bah oui, c'est tout simple, regardez, ça marche avec Gemma, ça marche avec Qwen, ça marche avec Llama. » Bon. L'autre chose, c'est cette subsidiarité, mais qui c'est un peu ça va dans le même sens, c'est-à-dire que vous savez le principe de subsidiarité européen que l'Europe a bien mis en avant, c'est-à-dire une autorité globale, centrale, ne doit pas intervenir dans un domaine qui peut être traité à un échelon inférieur, un échelon plus local. Et c'est un peu la même chose. D'abord, ça devrait être la même chose sur la conduite de l'IA, parce que quand la diffusion de la connaissance est soumise aux règles de l'économie de l'attention, hein, eh bien, c'est toute l'industrie qui se trouve fragilisée. Et au bout du compte, ce n'est plus les raisons et justement, et les lignes de conduite et les objectifs de cette industrie qui sont pris en compte, mais des choses plus vastes qui nous dépassent. Et puis, technologiquement aussi, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est-à-dire toujours chercher le plus petit modèle pour la plus petite solution pour résoudre un problème. Donc, ça veut dire avoir des architectures un peu complexes, quand même, mais qui sont au profit d'une meilleure viabilité, d'une meilleure durabilité. Alors, rapidement, j'espère que je n'ai pas regardé l'heure. Vous allez me dire si je suis... C'est bon encore ? Bon, j'ai encore quelques minutes. Donc, rapidement, quelques exemples concernant la souveraineté. Isaco Studio, c'est un outil historique d'Isaco pour convertir depuis format image, PDF image ou PDF texte vers des données structurées. Hein, donc vraiment, c'est là l'outil de lecture automatique de documents avec beaucoup d'automatisme, mais tout ça sur des développements purement internes, hein, donc de l'algorithmique classique, on est là dans du CPU, mais des boucles d'interactivité avec l'humain, qui sont à différents niveaux. Bon, on a de 10 à 15 boucles selon les types de travaux qu'on traite et vers où on les amène. Et ça permet de travailler très vite, en fait, tout simplement, parce qu'on a de la machine qui travaille automatiquement et pendant ce temps-là, l'être humain qui contrôle un autre travail fait par la machine et surtout une optimisation dans ce contrôle qui est très travaillée. C'est-à-dire que l'important, c'est effectivement, pour faire le même travail, selon l'interface homme-machine, d'une certaine manière, on va mettre 4 ou 5 fois plus de temps ou moins de temps. Et donc, tout a été conçu et affiné dans ce domaine-là, ce qui a permis à Isaco d'être concurrentiel avec les plateformes offshore, les grands acteurs qui avaient des coûts, bien sûr, du travail bien moindres, et de réussir à avoir une activité de prestation très concurrentielle au bout du compte et une qualité bien sûr bien meilleure, parce que là on n'est pas dans des domaines où on peut être que dans un automatisme qui est à 98% correct, il faut que ça soit 100% ou 99,99 et on sait qu'on manipule, on est des artisanaux. Le texte, chaque document est différent d'une certaine manière. Et donc un autre exemple sur l'aspect de la sobriété, c'est le RAG Sophia que Kern a lancé récemment, qui est donc une interface de recherche en langage naturel, qui donc se présente un petit peu comme pourrait se présenter un chatbot d'une certaine manière, mais qui propose, au lieu
de proposer une réponse synthétique, d'une certaine manière, à la question posée, va exposer les réponses des auteurs et des publications diffusées par Kern. Donc c'est 1,5 million de publications, une centaine de millions de segments sémantiques, hein, pour permettre de tout simplement amener l'utilisateur, non pas amener à la science, en fait, l'utilisateur, à amener l'utilisateur aux données et à la publication réelle, à l'auteur, et montrer aussi la variété des réponses qu'il y a dans un domaine, puisque nous, qu'on couvre l'ensemble, enfin, Kern couvre l'ensemble de des sciences humaines et sociales, STM, etc. Et là, sobriété, parce que, je disais deux converteurs électriques, on est effectivement à 3000 watts pour, ce qu'on va monter à 3000 watts pour 4 millions de recherches annuelles. Donc, c'est raisonnable, ça reste quand même... c'est de la consommation quand même, hein, mais c'est la consommation qu'une petite structure comme Kern peut digérer d'une certaine manière pour offrir un service qui est un réel service supplémentaire et un vrai service de découvrabilité des contenus. Peut-être qu'il est un peu tard pour faire pour expliquer mais voilà, tout ça, c'est automatiquement, ça passe par une base de documents, une base de métadonnées, de la segmentation et tout un flux où on a des vectoriseurs, différents outils qui se combinent, une reconnaissance d'intention qui va permettre de dire OK, c'est vers telle base de segments que je dirige, que je fais la récupération et que je dirige l'utilisateur, et puis des étapes aussi en sortie du LLM. La génération du LLM avec la constitution de ces segments, des étapes de post-traitement, tout ça qui sont une façon d'éviter d'utiliser le LLM. Et l'idée, si on peut répondre rapidement, c'est parce que le LLM est très peu utilisé d'une certaine manière dans l'ensemble de cette chaîne, mais pourtant il joue un rôle nécessaire. Parce qu'au bout du compte, à l'arrivée, les gens se disent, tiens, il m'a fait quand même une introduction, il m'a bien rassemblé les contenus qui sont pertinents par rapport, il a compris ma question, etc. Et puis, sur la subsidiarité, un autre exemple qui est la génération de textes alternatifs aux images. Vous savez, dans le cadre des obligations d'accessibilité, depuis juin 2025, on doit... toutes les images courantes, publiées couramment, doivent être accessibles aux personnes souffrant de déficience visuelle. Et 2030, ça sera l'ensemble des contenus. Donc, gros chantier aussi pour Kern. Et là également, fait sur un modèle où, bien sûr, il y a une chaîne de contrôle qui se met en place, mais le plus gros, c'est le travail d'un classificateur qui est un développement propre qu'on a fait nous-mêmes et qu'on a entraîné et qu'on affine nous-mêmes pour pouvoir dire ok, ça c'est une photo, ça va aller à tel LLM, Pixtral sera très bien pour ça, pour nous aider. Derrière, on contrôlera Pixtral. Mais ah non, ça c'est une carte, c'est peut-être plutôt Gemma qui va être adapté. Ça c'est un tableau. Non, on a un développement interne qui nous permet d'identifier les tableaux et de les convertir en HTML parce que c'est un tableau en image. C'est une équation. Voilà, c'est un petit modèle de langage, un autre qui sert pour ça. Donc c'est comme ça qu'on crée cette subsidiarité d'une certaine manière où on va au plus petit possible pour répondre à la question, et donc qui va aussi avec la sobriété. Voilà, je voulais même si j'ai dit on n'a pas confiance dans l'IA, dans l'IA générative, je voulais terminer sur une note d'optimisme, parce qu'effectivement, on est de fait très optimiste, et on voit qu'on fait beaucoup de choses avec ces outils-là. D'abord dire que voilà, on vit dans le même monde, avec tous ces grands big tech, malgré tout, on est microscopique vraiment par rapport à eux, mais malgré tout, voilà, l'information, elle circule. On est dans un monde où la nouveauté ne peut pas être bloquée
complètement. L'innovation circule, l'information circule. Là, on est très marqué parce qu'on a appris ce week-end sur Anthropic, mais d'une certaine manière, c'est un épiphénomène qui ne remet pas en cause l'élément fondamental qui est que ces technologies ne peuvent pas être tenues. Elles sont comme de l'eau de Guy Béard, elle passe dans les doigts de ceux qui veulent les maîtriser automatiquement, parce qu'aussi, il y a une logique qui est une logique d'externalité positive dont ces grands acteurs profitent complètement, et c'est impossible de la bloquer que dans un sens. Autre chose que, voilà, c'est pas une histoire seulement de dire on peut utiliser l'IA dans un sens ou dans un autre. On peut agencer l'IA avec une certaine logique. Et comme dit, ça c'est aussi Simondon, le mode d'existence des objets techniques, effectivement, il n'est pas neutre. Mais la façon dont on l'organise permet d'aller dans un sens, par exemple celui que je citais là, d'amener les gens vers le respect des ayants droit, vers les textes, plutôt que les en détourner. Et tout ça, c'est des façons d'organiser les différentes technologies. Et autre point aussi très, à mon avis, optimiste, c'est ce qui vient là, l'IA agentique, c'est un peu la revanche des petits modèles. Il y a plusieurs publications là-dessus, puisque au bout du compte, là, on est beaucoup moins dans le LLM et beaucoup plus justement dans une chaîne de traitement qui fait appel à des technologies diverses, des petits modèles, de la technologie non IA, etc. Et donc, il y a aussi la perspective de travailler en coopération, de trouver justement des cadres, des institutions, des structures de partage qui vont permettre aux petits comme nous, voilà, de ne pas disparaître dans la bouche des grands. Voilà, merci beaucoup. Denis Berthaud, LexisNexis. On n'a pas parlé de vocabulaire métier. On n'a pas parlé de vocabulaire client. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Bon, c'est une. Bon, là, vous avez peut-être une idée en particulier. C'est-à-dire que, bien sûr, on a historiquement, nous, dû utiliser aussi j'allais dire, de travailler sur ces questions-là. Mais vous pensez quoi en particulier ? Je pense deux choses. D'une part, chaque domaine a des spécificités. Oui. La banque, l'assurance, voilà. Donc il y a des vocabulaires qui leur sont propres. Le même mot dans les deux univers sont polysémiques, pour le dire autrement. Et d'autre part, chaque client, enfin chacun de vos clients a probablement son vocabulaire à lui, ses habitudes à lui, ses chartes de nommage, qui fait que, peut-être consciente ou inconsciente, peu importe, mais qui fait que c'est dans cet univers-là, cet univers syntaxique, qu'il attend quelque chose de complémentaire ou une évolution par rapport à ce qu'il fait déjà. Donc ma question, c'était comment vous traitez les vocabulaires de vos clients et comment vous traitez les vocabulaires métiers. En l'occurrence, on a eu l'occasion de travailler, là en l'occurrence avec des partenaires extérieurs, d'ailleurs des gens qui étaient au GF2I sur des outils, puisqu'il existe des acteurs dans le domaine de l'IA où on a intégré des fonctionnalités justement avec des possibilités de vocabulaire. Mais de fait, en gros, pour l'ensemble des fonctions, enfin les traitements faits par ISACO dans le domaine de la diffusion de la connaissance, c'est une expérience, à mon avis, qu'on doit sûrement développer sur des exemples précis, parce que de fait, ce qu'on a proposé, on n'a pas rencontré un problème énorme, on avait une relative cohérence, sans doute, des demandes qui nous étaient faites. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques pour Jean-Baptiste ? Eh bien, sinon, on va laisser la parole. Beaucoup. Encore remercier Jean-Baptiste. Et puis,
accueillir notre deuxième intervenant du jour, qui est...